force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. 2017, l'année de la colère européenne. C'est le journal anglais The Spectator qui le dit. Il y aura des élections aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Italie, et les forces populistes et eurosceptiques sont en marche selon le journal. Démagogie, promesses trompeuses, dénonciation des élites, suspicion sur l'autre. Selon John Vermeer-Müller, enseignant à Sciences Po, le discours populiste repose sur une grande manipulation. Il invente le peuple en mettant dans sa bouche les mots qui ont été choisis à sa place. C'est donc aux politiques de faire preuve d'éthique, de la responsabilité, et aux journalistes, aux citoyens d'intensifier la vigilance pour traquer les mensonges. Les titres de votre 20h. De la direction du FLNC au développement des échecs en Corse, la politique, le combat pour l'émancipation individuelle et collective, il se raconte dans un livre événement. Léo Batteste est l'invité de votre 20h. Bonsoir mon cher Léo. Bonsoir. Bienvenue dans Pendant le 20h. 2017 sera-t-elle, selon vous, l'année de la colère ? La colère, ça sous-entendrait que ce serait anarchique, désordonné. Puis ça dépend où on se situe. Je crois qu'en Corse, elle sera l'année de la confirmation, au contraire d'une Corse exemplaire qui donne un exemple de citoyenneté. C'est vrai que l'Europe de l'Ouest et singulièrement la France sont en grande crise. On le sent, pas seulement au niveau économique, parce que le mot est galvaudé, mais surtout au niveau politique, où on sent qu'il y a une... tel que vous venez de le souligner, il y a une mise en doute un peu généralisée de tout ce qui est élite, de tout ce qui est politique. En Corse, ça fait longtemps qu'on a eu un bouillonnement citoyen et qu'il y a une crédibilité des politiques qui sont apparues plus ou moins récemment et qui sont le fait d'un long combat. Donc ce combat citoyen qui a pris des formes dont nous reviendrons souvent peut-être caricaturales ou critiquables ou autres, en tout cas il a toujours existé, c'était de remettre l'homme au centre de la discussion et de ne pas rester dans un système hiérarchisé d'une telle façon que finalement la masse subissait toujours le bon vouloir des princes. Alors de la colère, d'esprit de colère, il n'y en a pas dans votre ouvrage, La vie par-dessus tout, éditions Corsica Flash, en partenariat avec le quotidien Corse Matin, au cœur des 4 décennies de l'histoire du courant radical du nationalisme corse. Pas de colère, mais un désir de se retourner sur son parcours, son histoire et celle forcément de la Corse contemporaine. Pourquoi Léo Batteste se livre maintenant ? Mais honnêtement, je n'avais pas eu l'idée de sortir un livre il y a quelques années. C'était un peu trop chaud. D'ailleurs, je raconte que j'avais été sollicité par un journaliste de qualité, puisque c'est Hervé Guéquier, qui est très connu, surtout quand il avait été pris en otage en Afghanistan, qui m'avait demandé de faire un livre à l'occasion des 30e anniversaire de la création du FLNC. J'avais refusé parce que c'était trop chaud, il y avait trop de situations. D'abord, il y avait toujours le FLNC, et puis même, je n'étais pas là pour donner des leçons ou autre, j'étais plutôt là pour essayer d'enrichir la réflexion collective. Et petit à petit, ce livre m'est venu parce que j'avais envie de dire certaines choses. Honnêtement, je ne dis pas que d'autres ne le disaient pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de partie de cette histoire contemporaine, en particulier du mouvement nationaliste, qui n'avait peut-être pas été développée de manière satisfaisante, à mon avis, ou avec des regards subjectifs, comme le mien. Mais enfin, le mien peut-être peut équilibrer certains d'autres regards subjectifs. Ce n'est pas un outil de communication pour les élections à venir. Justement, c'est ça qui est le paradoxe. Et je le dis, je pourrais bien sûr être là, avoir une posture, faire non, pas du tout. Non, je le dis sincèrement, pas du tout. Parce que j'ai commencé à l'écrire il y a 1 an et demi. Et j'ai terminé au mois de mai pour des raisons qui sont indépendantes de ma volonté. Ça a pris 6 mois de retard au niveau purement technique. Je n'ai pas touché une ligne depuis le 2 mai, exactement. Donc, à ce moment-là, je commençais, parce que j'avais des amis qui lisaient mon livre, pour me dire ce qu'ils en pensaient. Ils me disaient, mais c'est bien que ce message, tu puisses le porter. Et l'idée m'est venue, parce que la seule élection dans laquelle je pouvais m'exprimer politiquement, un peu telle que je suis, autrement je n'aurais pas eu de démarche de ce genre, c'était les législatives, parce qu'elles sont très politiques, parce qu'elles permettent aussi de faire du lobbying pour la Corse, de convaincre des esprits qui sont, on a vu, souvent très, très, très embués de préjugés par rapport à la Corse. Et ça, je sais faire.
Donc je disais, tu as ces qualités-là, tu les as. Parmi les défauts, tu as ces qualités-là. Donc c'est cette élection-là qui m'intéressait particulièrement. Et voilà, et disons que je me trouve à l'aise dans cette démarche-là. Mais il n'est pas question pour moi, par exemple, de rentrer à l'Assemblée de Corse ou à une municipalité. Non pas que ce soit quelque chose que je méprise, mais place, je dirais, au brassage actuel, à une nouvelle génération. Pas par rapport à la jeunesse, parce que ça veut rien dire, la jeunesse aussi. Ce qui compte, c'est ce que l'on pense et ce que l'on fait, surtout. Mais il faut créer les conditions d'un bouillonnement. Alors, on l'a vu, vous venez d'ailleurs de le démontrer, que les mots ont une importance. Et mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. C'est la célèbre formule. Les mots, chez vous, ont une importance. Est-ce que, au fond, Léo Batteste, vous avez construit cet ouvrage, écrit ce livre comme un récit de la mémoire, de votre mémoire, et pas seulement, je l'ai dit, de l'histoire contemporaine insulaire? Écoutez, moi, il y a quelque chose qui est assez magique dans l'écriture. Je ne le savais pas. Moi, j'ai beaucoup écrit, mais généralement, c'était plutôt des communiqués, des analyses politiques. Oui, vous le dites, d'ailleurs. Mais j'ai quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est que quand j'étais en prison, j'ai appris quelque chose qui m'aide énormément. C'était avant la révolution de l'Internet. J'ai une formation de dactylo professionnel. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, j'étais à Fresnes, je tapais, tac, 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 avec une vieille machine roumaine. Et j'ai appris, et je suis... je tape très bien la machine, c'est-à-dire quand je me mets devant un clavier, je ne sais pas où sont les lettres, hein, je tape. Donc ça va très vite. Et ça, je me suis rendu compte que ça servait à une chose, c'est d'être encore plus soi-même, faire appel presque à son subconscient lorsque l'on écrit. Et j'ai sorti des choses que, honnêtement, je me suis parlé à moi-même dans ce livre, à un moment donné. Surtout lorsque je trouvais des choses sensibles, et j'ai très peu retouché ensuite. Ça partait, c'était un jet, ça venait de beaucoup de choses que je pensais depuis longtemps, et c'est sorti, c'était même très émouvant. Il m'arrivait, je le dis sincèrement, d'avoir même des larmes aux yeux en écrivant pas mal de choses. Et j'ai trouvé un grand plaisir parce que je savais qu'il fallait que je m'exprime. Alors Léo, vous savez ce que l'on dit souvent des auteurs, des écrivains, même des romanciers, quand ils se retournent sur leur vie, quand ils évoquent, quand ils tracent leur mémoire, on dit souvent qu'il y a deux pendants. D'un côté, une certaine forme d'exhibitionniste et de l'autre côté, une forme d'exutoire. Vous vous situez où? Très honnêtement, Léo Batteste. Honnêtement, je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. J'avais envie de me livrer. Donc je suis forcément exhibitionniste, hein, dans la mesure où je ne reste pas dans mon coin et avec ma vérité. Ouais. J'avais surtout envie que l'histoire quand même soit enrichie. Parce que je trouve que l'histoire contemporaine n'est pas tellement écrite. Il y a très peu d'ouvrages, heureusement, qui sont là. Il y a en particulier Piero Pujol, qui a souvent écrit, heureusement, oui. Qui est là pour dire certaines choses, pour rappeler certaines choses. Je ne suis pas d'accord souvent par rapport à certaines interprétations, mais c'est tout à fait normal, comme il ne sera pas d'accord. Mais en tout cas, heureusement qu'il était là, mais très peu de gens ont écrit. Moi, je prends par exemple l'importance des étudiants à Nice, particulièrement, qui ont permis véritablement la revendication universitaire à venir. J'avais été choqué lors d'un colloque pour les 30 ans de l'université, qu'à aucun moment il ne soit cité cela. Donc, c'est ce qui m'a dit, mais il faut écrire absolument quelque chose, parce que c'était vraiment ce qui s'est passé là, et donc j'ai consacré un chapitre, et je crois que c'est la première fois qu'on entendra ça. C'est aussi la Corse de ma jeunesse. Oui. Parce que je raconte, je suis né en 53, lorsque j'avais donc 16 ans, 17 ans, je raconte que ma première action, c'est d'occuper le lycée Marbeuf, déjà appelé Marbeuf un lycée, vous voyez un peu quel était l'état des lieux, pour ceux qui l'ignoreraient, oui. Marbeuf, c'était quand même quelqu'un qui pacifiait la Corse, et le mot, avec tout ce que veut dire le mot pacifier à ce moment-là, eh bien, lorsque j'ai mené ce combat, je ne savais même pas qui était Pascal Paoli. Je ne savais pas, moi qui étais, je crois, en première, qui n'était quand même pas le dernier de la classe, j'ignorais. Alors, je ne vous dis pas que la Corse est indépendante. J'ignorais tout de mon histoire. Nous étions totalement aliénés. Totalement. Sans compter qu'on était aussi dans une Corse où la langue corse était celle des Baïsans. On se disait, je voyais, nous, les externes à Bastia, c'était ces gens qui venaient de la ruralité, des villages. On les regardait un peu avec condescendance. On avait des amis, mais on disait, parle-nous Corse, on allait parler Branchais, alors qu'on savait nous-mêmes parler Corse. Mais le français, c'était la langue de la promotion. Et on était dans cette Corse qui ne croyait pas du tout en elle, alors qu'aujourd'hui, elle est beaucoup moins corse, mais tout le monde. Beaucoup plus émancipée. Sur certains aspects, certainement. Parce qu'engluée et aliénée comme elle était il y a 30-40 ans, c'est incroyable. C'est incroyable. L'état des lieux était quand même incroyable. Alors, il y a des passages très forts dans le livre. Vous m'avez permis de le découvrir il y a quelques semaines pour préparer cette émission. Et je voudrais vous faire lire quelques mots. Ce sont évidemment les vôtres, Léo Batteste, de cet ouvrage. Alors, je les ai même sortis en plus grand pour vous faciliter la lecture. C'est un passage, à mon avis, important, essentiel du livre.
Tout, dans cette vie extraordinaire, était contraire à des valeurs que je prétendais défendre, sans doute pour me donner bonne conscience. Comment ai-je pu agir de la sorte pendant 15 ans? Tout simplement en évacuant tous les débats de fond, en balayant les doutes pour me réfugier dans la dénégation. Il me paraît difficile de plaider ma cause. J'étais contre la peine de mort, mais solidaire d'assassinat. Pour le respect des individus, mais scandei vrencesivur. J'étais également allergique aux armes, mais vivais, calibré jour et nuit. Paradoxe. Oui, le paradoxe, on assume, moi j'assume. J'assume. Je dis dans ce livre qu'on est tous le fruit de notre histoire et de notre environnement. Moi, je ne juge pas les gens. Je ne juge pas, par exemple, les gens qui ont 10 ou 20 ans de plus que moi, d'avoir été des gens à la CFR, par exemple, au mouvement antinationaliste, parce que peut-être que si j'avais leur âge, je l'aurais été aussi. On est dans un contexte, j'ai ouvert les yeux, ou du moins une paupière sur l'histoire de la Corse quand j'avais 17 ans, 18 ans, petit à petit les bouts rouges, le football également. Le football m'a beaucoup convaincu avec ce que cela représentait, ça représente d'ailleurs toujours d'une certaine façon. Tout cela m'a ouvert les yeux que nous étions un peuple, que nous étions une réalité. Et petit à petit, on a été nombreux à adhérer à ce mouvement de conscience à un moment donné où personne, par exemple, n'était pour l'université, personne n'était pour l'enseignement de la langue corse. On était vraiment dans des ténèbres de la Corse. Mais Léo, je pense aux lecteurs, je pense même aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Quand il entend ces mots-là, j'étais contre la peine de mort, mais solidaire d'assassinat, c'est fort, c'est violent. J'ai pas eu le souvenir de l'avoir lu dans de nombreux ouvrages de militants, notamment. Vous les pesez, quand vous les écrivez, vous savez qu'il va avoir un retentissement autour de ces mots. C'est essentiel pour vous? C'est essentiel, parce que j'aurais été d'une hypocrisie incroyable que de ne pas me livrer moi-même, de ne pas dire franchement ce que j'étais. J'aurais triché. Ce qu'on reproche aux gens, c'est de tricher, d'avoir la langue de bois, de trouver des périphrases. Moi, je suis face à moi-même. J'étais à ce moment-là solidaire, comme des milliers d'autres personnes. Parce que quand les gens scandaient FLNC, ou quand les gens menaient un combat, c'était des gens aussi qui étaient prêts à mourir pour ce combat. Ouais. La mort, ce n'était pas seulement la donner, c'était aussi la recevoir. Je me suis retrouvé très souvent en situation difficile à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de sous-peser le pour et le contre. Ouais. Lorsque l'on est dans une logique révolutionnaire, c'est terrible. Parce qu'on ne peut pas, abandonner un combat comme ça. Parce que si moi j'abandonnais ce combat à ce moment-là, j'aurais été encore plus mal dans ma peau sans doute que je le suis aujourd'hui, parce que je savais très bien depuis le début que nous étions dans un combat difficile, et j'aurais laissé sur le carreau des frères de lutte qui étaient d'une intégrité totale. Moi, ce que je veux rétablir aussi, c'est l'image des nationalistes qui auraient dérivé, c'est de la foutaise. L'immense majorité, si ce n'est la quasi-totalité, ce sont des gens intègres qui ont tout sacrifié à leur combat. Ouais, vous le dites, tout sacrifié. À un moment, certains étaient repus, se vautraient dans les mannes d'un État français qui, pour contrôler, irriguait les clans, et avec la politique là que l'on connaît, des gens ont pris la responsabilité de faire ça. On peut les critiquer, mais on ne critique difficilement, par exemple, un François Hollande qui, en ce moment, se vante d'avoir fait tuer une quarantaine de personnes. Des assassinats ciblés. Parce qu'on est dans des hiérarchies, si vous voulez. Ce qui est extraordinaire... Même si nous ne sommes pas dans les mêmes... Oui, mais on est toujours sur la même chose. Hiérarchisé pour le coup. Aujourd'hui, moi, j'ai un positionnement qui est un positionnement plus philosophique. En cela, je rejoins même des approches, je dirais, religieuses de la vie. Moi, je dis que la vie, elle est précieuse pour tout. Et qu'on ne répond pas à la barbarie par la barbarie. Ça veut dire que je me désolidarise de tout ce qui porte atteinte. Est-ce que ça veut dire que Léo, est-ce que ça veut dire... Vous parlez de François Hollande. Est-ce que ça veut dire que vous justifiez la raison d'État? C'est quelque chose que vous pouvez... Non, justement, moi, je pense que la fin qui justifie les moyens, c'est ce qu'il y a de pire. Et je le dis, le mot est un peu ingrat, autodéterminationniste. Oui. Je considère que le plus important, ce n'est pas la finalité que l'on affiche, parce que c'est facile de se dire ceci, cela, de promettre monts et merveilles. C'est la façon dont on emprunte les chemins, la façon dont un pays, dont un peuple s'organise, se responsabilise pour résister. Imaginez la Corse demain indépendante. Je le suis contre. Pourquoi je suis contre? Non pas que je sois contre le principe d'indépendance, même s'il est un peu obsolète par rapport aux évolutions du monde, mais c'est que nous ne sommes pas en mesure et nous serions l'objet de toutes les formes de manipulation. Et je crois que même les indépendantistes sont sur cette voie. Je crois qu'on peut parler, par exemple, très, très facilement de notions comme celle de dévolution pour construire un pays. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients et que nous soyons nous-mêmes, et que nous respections certains principes. Alors, vous l'aurez compris,
compris, ce combat pour l'émancipation individuelle, collective, il est toujours présent chez notre invité et fortement présent dans l'ouvrage de Léo Battès, La vie par-dessus tout. Je vais vous demander de réagir à 3 photos, Léo. Elles vont apparaître sur l'écran qui est face à vous assez rapidement parce qu'on va rejoindre, il va nous rejoindre dans quelques instants, Sébastien Pisane, journaliste à Corse Matin. Première image. Voilà, bon, donc je suis le premier visage connu du FLNC, c'était en 1978, c'était dans la cave de Paye à Aléria. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil qu'on faisait, puisque j'y étais 3 ans auparavant dans le cadre de l'action d'Aléria. À côté de moi, il y a des 2 responsables à l'époque de la direction du FLNC. Donc j'ai fait cette déclaration parce que j'étais perdu, je l'explique dans mon livre. À l'époque, nous étions très amateurs. Et mon véhicule avait servi pour une tentative d'attentat contre le centre des impôts à Bastia. Il avait été sur les lieux. Et puis, donc, perdu pour perdu, j'ai dit à mes camarades, j'ai dit, écoutez, moi... sincèrement, perdu pour perdu, autant dire qu'on n'est pas des émules de Kadhafi, parce qu'à l'époque, nous étions manipulés par les Libyens. Hein. Kadhafi était le grand méchant leader du tiers-monde. Et donc, c'était pour dire, non, nous sommes des Corses. Je me rappelle, j'ai dit sur Benaguez et Antizanti, que j'avais expliqué en quoi j'étais. Donc, j'étais jeune, et j'avais pris mes responsabilités. Voilà, et j'avais été arrêté d'ailleurs 3 mois après. J'ai passé quelques années en prison suite à cela. Mais vous voyez, il y a comme un fil d'Ariane. En tout cas, c'est ainsi que je le vois, Léo. Très tôt, très vite, vous découvrez votre visage. On voit votre visage. Oui, tout à fait. Par la suite, il y a ce moment où Pasqua, à l'Assemblée de Corse, vous avez le bandeau... Je camoufle une partie de mon visage. Mais vous l'enlevez et vous prenez la parole, vous parlez. Aujourd'hui, il y a cet ouvrage. Vous revenez sur ces années-là, ces années difficiles, âpres, dures, mais aussi, de votre point de vue, on voit la photo d'ailleurs à l'Assemblée de Corse, de ce point de vue, il y a ce désir chez vous de dire les choses, de montrer... Ah, tout à fait, parce qu'il faut convaincre dans la vie. Je crois qu'il y avait cette volonté chez nous de communiquer. C'est terrible quand vous êtes convaincu d'une chose. Je veux dire qu'on peut se tromper, mais quand on est convaincu, on sait très bien que la Corse doit s'organiser à partir de ses intérêts, qu'on ne peut pas défendre un territoire comme la Corse en se fiant au grand mythe de la France unie indivisible, où on voit très bien la catastrophe que cela a donné, parce qu'on est capable de s'adapter aux réalités, pas seulement d'ailleurs pour la Corse. Donc on voit très bien, quand on a conscience de ça, et que tout autour, ce sont des forces politiques archaïques, qui essayent surtout que rien ne bouge parce qu'elles ont des intérêts, je dirais, d'ordre purement égoïste à défendre, eh bien, vous essayez d'être convaincre. Nous utilisions tous les moyens, bien sûr des moyens souvent que l'on peut critiquer, qui étaient des moyens de lutte de propagande armée, mais aussi principalement des moyens politiques. Et j'explique dans ce livre que j'étais particulièrement engagé dans le combat politique public, puisque j'étais un des principaux dirigeants pendant de nombreuses années, élu à l'Assemblée de Corse. Il est journaliste à Corse Matin, mais également dans l'équipe de Pendant le 20h. Il a lu le livre de notre invité Léo Battès. Il va nous dire ce qu'il en a pensé. Accueillons Sébastien Pisane. Bonsoir mon cher Sébastien. Bonsoir Sébastien. Oui, vous avez été comme moi l'un des premiers à lire. Oui, tout à fait. J'ai eu cette chance. Je dis bien cette chance parce que, allez, disons les choses d'emblée, j'ai aimé vous lire, Léo Battès. Alors, c'est pas tant une question de forme, même si je dois noter que vous avez quand même une plume alerte. Ça se lit comme un roman. D'ailleurs, oui, tout à fait. Ouais. Et je dis heureusement parce que, comme vous avez une progression très chronologique, vous n'auriez pas été aussi à l'aise avec la plume, ça aurait pu être un brin lénifiant. Ce n'est pas le cas. Non, bien sûr, c'est le fond qui nous intéresse, le témoin privilégié de cette histoire récente dont on vient de parler, l'homme aussi qui ne sacrifie pas son honnêteté intellectuelle sur l'autel de son engagement passé. Alors l'intérêt, c'était de savoir évidemment, bien sûr, que on vous attendait sur des thèmes qu'on connaît bien, celui de l'autodétermination nécessaire, cette conviction qui est la vôtre pour le peuple corse, cette autodétermination qui ne peut s'exercer qu'au fil d'un processus démocratique et totalement débarrassé d'une stratégie politico-militaire. Ça, bien sûr, qu'on savait que vous alliez évoquer ce thème, mais bien sûr, savoir comment l'ancien chef du FLNC allait négocier, vous savez, ce parcours qui me fait penser un peu à la diagonale. Vous me voyez venir, la fameuse diagonale du fou, ça n'a rien à voir avec la santé mentale que je vous prête. Non, vous savez, c'est ce parcours très maîtrisé de la pièce du fou qui va d'un bout à l'autre de l'échiquier, bien sûr, aux échecs. On en parlera, je crois, tout à l'heure. Alors, bien sûr, il y a plein de chapitres qui sont très marquants. Il y en a un, par exemple, déjà rien que son titre, FLNC, l'erreur stratégique. Vous auriez pu tomber dans une forme de reniement, c'est pas le cas.
À l'époque, vous agissez en conscience. Aujourd'hui, vous agissez en conscience. Et d'ailleurs, vous assumez tout, même le plus difficile à raconter. Alors, ça donne lieu à des phrases parfois très crues. Vous en avez lu une. Moi, j'en ai noté une. Ça renvoie au début de la lutte armée. Attention, vous avez quand même replacé les choses, les événements dans leur contexte de l'époque. Mais voilà ce que vous écrivez. Rétrospectivement, je suis persuadé que ce fut le début d'une lente mais irréversible dérive d'un combat bénéficiant pourtant de solides assises. Bah oui, parce que vous nous dites que finalement, à l'époque, on aurait peut-être pu envisager une démarche sans bombe, sans assassinat. Un peu, allez, vous comparez prudemment d'ailleurs à Gandhi, mais vous n'avez pas été le Mahatma. Bon, vous étiez jeune à l'époque. Non, encagoulé, et vous venez d'en parler, effectivement, eh bien, vous avez été englouti parce que vous appelez vous-même l'illusion, le terme est fort, de l'efficacité d'une confrontation brutale. Vous n'y allez pas par quatre chemins, vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis finalement de vos frères d'armes de l'époque. Quand vous dites comment oublier certaines réunions qui prononçaient des sentences, ça a à voir avec ce côté un peu, cette comparaison avec le chef d'État que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis alors aussi, vous vous éloignez d'une certaine geste un peu romantique du mouvement national. Ça a à voir avec ces fameux attentats qui auraient protégé le littoral corse d'une certaine spéculation. Vous rappelez que cette spéculation, elle a été assez forte à coup de construction de complexes touristiques, de maisons secondaires, alors que la Corse était secouée de nuits bleues. Ben non, vous préférez, vous, en la matière, l'action du Conservatoire du littoral ces dernières années. Aujourd'hui, peut-être plus précisément, hier aussi, celle des associations de défense de l'environnement. C'est des entités qui agissent au grand jour, en usant de la légalité. Moi, ce que j'ai aimé particulièrement dans ce livre, c'est la démarche de l'homme. Celui qui n'hésite pas à partager ses erreurs, ou ce qu'il estime être ses erreurs d'autrefois, sans violence, sans accuser finalement personne, surtout lui-même au demeurant. Oui. Attention, il n'épargne personne non plus au passage. Bien sûr, il y a l'État, bien sûr, il y a ceux qui ont été dans une logique mortifère ici encore. Il y a vous aussi au milieu, mais vous préférez vous appuyer sur ce passé pour nous parler de l'avenir, pour nous parler d'une France, d'une Corse, mais aussi d'une France, allez, oui. Finalement, d'un monde où la transparence, la démocratie serait toujours plus forte. Parcours d'un humaniste contrarié, serais-je tenté de dire, mais c'est pas tout à fait vrai, ce serait bref, ce serait caricatural, parce que l'humaniste, il s'est réconcilié avec lui-même déjà depuis un moment. La question désormais, c'est de savoir, et vous parliez tout à l'heure au début de ces élections législatives qui arrivent à Bastia, où vous va sans doute vous retrouver, savoir jusqu'à quel point cette synthèse que vous incarnez, elle parviendra à se transformer en dynamique électorale. D'où cette petite question toute simple. Vous qui prenez cette distance quand même assez importante, très argumentée avec la place et le rôle du mouvement clandestin, est-ce que vous ne craignez pas aussi que ça vous coupe finalement d'une partie de vos électeurs de l'humain ? Je ne crois pas. Vous savez, vous vous rappelez donc le contexte de l'époque où il y avait eu la scission entre historique et habituel. Moi, j'étais un des leaders des canal habituels. Historique, canal habituel. Je peux vous assurer que lorsque je vois les leaders des historiques, on s'embrasse, on discute et on est d'accord sur tout. Plus les gens étaient engagés, plus ils sont d'accord sur tout aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu où menait cela. Les plus qui ont souffert de ça, et encore moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme 2 ans avant la guerre interne. 92. Donc, et je l'avais, non pas prédit, parce que je sais pas, j'ai pas de voyance, mais d'analyse politique, je savais que ça ne pouvait se passer comme ça. J'avais déjà vécu des moments difficiles que j'explique dans ce livre, mais je savais qu'aussi qu'au bout du tunnel, il allait y avoir cette lumière. Elle a commencé avec cette réconciliation de Miachar, sur le lieu même où s'était effondrée l'unité. Et puis, aujourd'hui, elle prend d'autres aspects. Elle immerge la Corse. Je dirais même qu'elle irradie la Corse. Moi, quand je vois aujourd'hui ce que représentent aujourd'hui les responsables, les dirigeants nationalistes, les militants, ils sont là, ils sont toujours sur le terrain pour défendre ses intérêts. Ils pèsent, alors que les élus avant ne pesaient pas. Les élus traditionnels, ils faisaient du beau discours, ils prétendaient, mais Paris ne les calculait pas parce que c'était leur faire valoir, c'était leur relais. Aujourd'hui, nous avons une classe politique, des dirigeants, qu'ils soient indépendantistes, autonomistes ou autres, tous confondus, qui sont efficaces. Comment la jeunesse reçoit votre message qui peut être un peu tenté aussi par une approche romantique de ces années? Oui, mais je crois quand même que la majorité des jeunes savent très bien qu'on vit dans un autre monde. Vous vous rendez compte, si vous prenez tous les faits que j'ai soulignés, si vous les mettez à l'époque aujourd'hui de Facebook, de tweets et autres, mais ce serait affreux. Moi, des fois, je m'imagine certains faits que je viens de citer. Là. Et nous sommes là, le tweet, nous sommes à Miachar, il y a un affrontement entre nous, etc. C'est plus possible. Nous sommes dans un autre monde, dans un monde de communication, de transparence. Et ça, c'est bien. Il y a des aspects peut-être dangereux dans ce monde-là, mais ça protège et ça permet de construire. Et j'espère qu'on ira encore plus loin. Je suis pour une démocratie 2.0.
Je suis vraiment pour qu'on utilise toute la transparence que permet aujourd'hui le côté virtuel, qui n'est pas du virtuel au sens où on dit c'est au dehors de la réalité, c'est la vraie réalité, pour que demain des citoyens puissent mieux s'exprimer, mieux être au courant de tout, puissent mieux contrôler les hommes politiques. Et c'est là où il faut aller. Et là, moi, je suis vraiment assez serein et assez optimiste. Je crois que la Corse, une fois de plus, va étonner le monde. À un moment où ailleurs, ils se cherchent à voir un peu toutes ces primaires de gauche et de droite. C'est pathétique. Pathétique aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, les thèmes qui sont évoqués dans ces primaires, alors que l'essentiel n'y est pas. Chez nous, il y a déjà l'essentiel. Nous sommes déjà dans la modernité et nous sommes en avance. Il faudra en profiter. On décrète la maison de cristal qu'elle y est. Non, alors, non. Je pense qu'on peut aller. À votre avis, je suis sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ah non, mais je ne suis pas du tout satisfait, je dirais, des évolutions. Je sais qu'elles sont en cours, mais il faut les encourager. Mais chacun doit y prendre sa part. On ne peut pas uniquement attendre que ça vienne toujours des élus. Il faut que tous les citoyens s'y mettent et que l'on devienne véritablement dans une démocratie, je dirais presque, dans certains aspects, elle peut presque être directe aujourd'hui. Il ne faut pas louper ce coche. Léo Battesti, la vie par-dessus tout. Il fut notre invité et évidemment pour vous faire un avis, pour revenir sur le parcours de Léo et au-delà sur l'histoire contemporaine insulaire, il faut lire le livre de Léo Battesti. Merci beaucoup. Nous aurions pu parler des échecs, mais l'émission est courte. Peut-être une prochaine fois, certainement d'ailleurs Léo. En tout cas, il y a tout dans le livre. Merci à vous deux. Merci Léo. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur France 3 Corse via Stella, évidemment, surtout pendant le 20h.